On y va. Donc, bienvenue à ce webinaire sur le social selling, quatrième de la saison 4. Et donc, on va démarrer tout de suite le sujet du social selling. Alors, le social selling, on va vous présenter aujourd'hui 5 étapes essentielles pour vous aider à bien maîtriser l'art de la vente sociale. On est bien l'art de la vente sociale, parce que c'est vrai que c'est une nouvelle discipline, la vente sociale, et ce qu'on va, c'est essayer de vous clarifier tout ce que c'est et vous donner des astuces pour que vous soyez efficace. Alors, je suis Gilles Dandel, je suis sur la photo tout en bas, je suis basé dans les Yvelines, à Aubergenville exactement, et j'ai la chance et le plaisir d'être accompagné par deux experts du social selling qui sont Salma Béjart et Laurent Hannet. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Attendez, ah, peut-être que vous voyez pas mon écran, c'est pour ça. Voilà. Excusez-moi, moi j'ai oublié d'appuyer sur un bouton. Donc je suis accompagné de Laurent Hannet et Salma Béjart. Normalement vous devez voir mon écran maintenant. Et donc Salma, tu peux nous faire un petit coucou ? Oui, bonjour Gilles. Oui, donc Salma Béjart, je suis consultante marketing digital, donc certifiée du réseau WSI, et donc la fondatrice de l'agence WSI Web Business, l'agence parisienne, qui est membre donc du réseau WSI. Ok, super. Et Laurent, toi tu es au Luxembourg, c'est ça ? Oui, bonjour Gilles, bonjour à toutes et à tous. Le consultant WSI à Luxembourg depuis maintenant presque 4 ans et voilà. Content Ok. d'être là. Et tous les deux experts du social selling déjà. Tout à fait, oui. Alors l'agenda, on va aller très vite pour vous rappeler, présenter rapidement qui est WSI. On vous donnera ensuite, on va attaquer rapidement le sujet, c'est qu'est-ce que le social selling et pourquoi est-il si important pour vous. Ensuite, on attaquera la problématique de comment faire du social selling. On terminera enfin par un chapitre important qui est les avantages de faire du social selling et quelques conclusions, quelques pistes pour en savoir plus. On répondra bien sûr à toutes les questions et réponses que vous aurez pu poser pendant ce webinaire. Donc, à propos de WSI, ça veut dire We Simplify Internet et l'idée c'est de constituer un réseau d'agences digital marketing qui sont là pour accompagner les entrepreneurs, les décideurs à définir et mettre en œuvre une stratégie optimale, une stratégie digitale optimale. Et donc le siège de WSI est basé à Toronto au Canada. On a plus de 1000 consultants à travers le monde. On est très présent partout dans plus de 80 pays. On a une cinquantaine d'agences en France. Donc encore une fois, notre rôle c'est de fournir des solutions de marketing digital de pointe à tout type d'entreprises, petites, moyennes et grandes, et d'accompagner nos clients. Encore une fois, ce qui compte pour nous, c'est la satisfaction client et l'obtention de résultats tangibles pour nos clients. Alors, on a la chance d'avoir établi depuis bientôt 19 ans d'existence beaucoup de partenariats avec des grandes marques comme Google, Adobe, Yahoo, Bing et d'autres. Récemment, nous ont rejoint HubSpot et Hootsuite. Alors HubSpot, c'est un gros partenaire dans le qu'on appelle le inbound marketing. On en fera un chapitre, on en fera la promotion à la fin de ce webinaire. Voilà. Et Hootsuite, c'est un des outils qui peut être utilisé notamment dans le social selling pour engager et entretenir la conversation. Mais on verra ça plus tard dans la suite dans le webinaire. On a la chance et le privilège d'être tous les ans récompensé par le Web Marketing Association qui distribue tous les ans une série d'awards à des projets web qui ont mérité de l'obtenir. Et tous les ans, WSI, depuis bientôt 19 ans, donc obtient et reçoit plusieurs trophées dans plusieurs catégories. Et là, je vous ai fait une copie d'écran de quelques trophées qu'on a reçus récemment via le Web Marketing Association. Donc vous avez quelques exemples de projets qui ont été réalisés et donc primés par le Web Marketing Award Association. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Internet, là vous avez vu des exemples un peu prestigieux,
Hein. Il y a 20 ans, Internet, il suffisait de faire des choses assez simples, comme le site de McDonald's, où on comprend bien l'objectif marketing, hein, c'est inciter les gens à venir dans les magasins McDonald's, il fait beau, les gens s'amusent, etc. On nous montre pas les sandwichs. Alors bien sûr, le site de McDonald's, ça c'était il y a 20 ans. Ça a beaucoup changé. Et aujourd'hui, quand on essaye de représenter sur une carte, type carte de métro, l'ensemble des composantes qui sont nécessaires pour faire du web marketing, bah ça arrive à cette représentation qu'on a voulu un petit peu didactique, où vous voyez l'ensemble des stations de métro sont des composantes du web marketing qu'on est capable de fournir pour nos clients aujourd'hui, enfin qui sont juste essentielles de toute façon pour bâtir une stratégie web marketing. Alors, on n'est pas obligé de tout faire, ça dépend bien sûr des objectifs et de l'ampleur du projet, mais vous voyez la complexité de ce que c'est qu'aujourd'hui le web marketing. Et ça, c'est ce que c'est aujourd'hui, sachant que ça va continuer à se complexifier avec les objets connectés, avec les mobiles, la télévision par Internet. Enfin, il y a plein de choses qui vont arriver, qui vont encore complètement bouleverser et complexifier tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour une entreprise, ça devient juste mission impossible de se dire, bah, je vais faire un site internet, oui, ça tout le monde sait faire, mais faire un truc internet qui marche, qui soit efficace, ça devient un petit peu compliqué. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser on va faire un focus sur 2 arrêts de métro de cette carte, qui sont le lead scoring et le social linking et le lead conversion. Voilà, donc il y a plusieurs chapitres qui sont couverts, enfin plusieurs arrêts de métro qui sont couverts à travers ce qu'on appelle le social selling. Alors, pour en parler, le plus simple, c'est que les 2 experts de la journée nous fassent leur présentation, et j'ai tout de suite laissé la parole à Laurent. Bien, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Donc pour commencer, nous allons tenter de définir ce qu'est le social selling et quel en est l'enjeu aujourd'hui. Alors, le social selling, ça consiste à utiliser les réseaux sociaux numériques, évidemment, pour créer et encourager les relations qui vont améliorer vos efforts de vente. Alors, à cette définition qui est un peu trop théorique à mon goût, je préfère celle que les anglo-saxons en donnent, et Hootsuite en l'occurrence, et qui dit que le social selling, c'est quoi? C'est l'utilisation des médias sociaux par les commerciaux pour générer des revenus. Donc, cette définition est beaucoup plus pragmatique et elle a l'avantage d'annoncer clairement la couleur. Et donc, il y a 3 composantes dans le social selling, des commerciaux, des réseaux sociaux, dans un but de générer des revenus. Alors, pour qui le social selling? Donc, comme vient de le dire Laurent, le social selling est communément attribué à l'utilisation des réseaux sociaux professionnels. Donc, en l'occurrence LinkedIn dans le développement des ventes. Donc, c'est vrai que le social selling est recommandé pour les B2B, donc pour les entreprises en B2B. Mais si bien entendu vous trouvez que ça peut être justifié dans le cadre d'une activité en B2C, donc vous pouvez très bien l'utiliser. Et c'est vrai que nous, souvent, on a la question, par exemple, est-ce que c'est utile d'avoir une page entreprise, par exemple sur LinkedIn? Et notre réponse, c'est que c'est bien d'avoir une page entreprise sur LinkedIn ou Viadeo, mais c'est d'autant plus intéressant d'avoir des profils personnels optimisés qui soient rattachés à cette page entreprise en tant qu'employé de cette entreprise, car les réseaux sociaux professionnels, ça reste quand même très one-to-one, donc très H-to-H, human-to-human, et c'est beaucoup plus à propos de vous en tant que personne qu'à propos de votre entreprise. Alors, qui utilise le social selling? Donc là, on part de chiffres assez intéressants qui ont été publiés donc par le blog LinkedIn Sales Solution. C'est des chiffres assez récents en 2014 sur le pourcentage des entreprises qui ont adopté le social selling dans leur stratégie commerciale par secteur d'activité. Et donc là, on voit qu'il y a que le pourcentage le plus élevé est attribué au secteur des technologies de l'information et de la communication et de l'informatique, par exemple, avec 28%, suivi donc des services aux entreprises, des médias et des loisirs, et donc en dernière position avec le retail et les produits aux consommateurs, donc en dernière position avec uniquement 12%. Donc ceci dit, donc certains secteurs d'activité ont certainement adopté le social selling plus rapidement que d'autres. Mais la majorité des secteurs restent quand même concernés. Alors, pourquoi adopter le social selling? On se rend compte que la démarche téléphonique est devenue aujourd'hui de plus en plus difficile.
Beaucoup de décideurs ne prennent plus les appels téléphoniques, ils ne répondent même plus ou très rarement aux emails. Et le processus d'achat en B2B notamment s'est complexifié. On peut parfois avoir jusqu'à 5 décideurs impliqués dans le processus d'achat, ce qui complexifie encore plus la vente. On estime que seulement 2% des appels téléphoniques aboutissent aujourd'hui à un rendez-vous. Donc, on s'aperçoit finalement qu'avec l'accélération du rythme de travail encouragé par l'émergence des nouvelles technologies, le démarchage traditionnel par téléphone ne fonctionne plus aussi bien en tout cas, et qu'il faut pouvoir trouver des alternatives pour entrer en contact avec ces cibles. Donc là, c'est une étude du conseil de direction marketing, donc qui a entrepris une étude justement et qui a trouvé que 57% du parcours de l'acheteur se fait sans vous ni moi, donc se fait sans forcément l'engagement de votre force de vente, de vos commerciaux. Et c'est justement de ce point de vue-là que toute la démarche de vente sociale trouve sa légitimité, puisque l'idée c'est d'accompagner indirectement les acheteurs potentiels, donc votre cible potentielle dans leur parcours d'achat, de leur fournir de l'information à valeur ajoutée et de les éduquer afin d'affirmer justement votre positionnement d'expert dans votre domaine d'activité. Et on va en savoir un petit peu plus sur ça dans les slides qui suivent. Donc aujourd'hui, vos acheteurs sont des acheteurs qui sont très bien informés, de plus en plus informés d'ailleurs, et de plus en plus exigeants, qui vont s'informer profondément avant de passer à l'acte d'achat d'un produit ou service et qui ont accès immédiatement à l'information. Donc, ils vont faire des recherches sur Internet via les moteurs de recherche que vous connaissez, donc Google, etc. Ils vont chercher des avis sur les forums, ils vont utiliser les comparateurs de prix, ils vont lire des billets blogs, etc. Et donc, et pour pousser l'analyse encore plus loin, ils iront même jusqu'à consulter les profils donc réseaux sociaux, notamment professionnels des personnes et des pages entreprises, voilà, pour chercher encore plus d'informations. Alors tout ça pour vous dire que les acheteurs vont choisir donc les fournisseurs qui vont leur convenir le mieux et qui vont leur fournir donc la valeur ajoutée et l'information utile qui va les aider tout au long de leur réflexion au cours du cycle d'achat. Et dans cette réflexion, tout au long du cycle d'achat, le premier à ajouter de la valeur gagne. Il y a une étude qui a été réalisée par Forrester, donc qui est un cabinet d'études et de recherche marketing aux États-Unis, et qui a démontré que 65% des marchés sont accordés à la personne ou à l'équipe qui a ajouté de la valeur en premier. Donc, on perçoit là vraiment l'importance de travailler les clients potentiels bien avant le démarrage de l'acte d'achat en tant que tel. Et pour faire cela de façon pertinente, il est important de suivre au plus près les changements et les évolutions qui ont lieu chez les clients, chez les prospects, et ainsi être le premier informé de ce qui se passe chez eux et ce qui nous donnera un avantage concurrentiel certain. Et c'est précisément cela que le social selling peut vous permettre de réaliser aujourd'hui. Aujourd'hui, le social selling, ça va vous aider à identifier vos cibles et vos acheteurs potentiels. Ça va vous permettre de suivre leurs entreprises, leurs évolutions, leurs besoins. Ça va vous permettre d'influencer leur manière de penser et de considérer telle ou telle solution, tel ou tel fournisseur de solutions. Et in fine, ça va vous permettre d'entrer en contact rapidement avec eux. Et donc là, on aboutit, Laurent, à comment mettre en place donc une stratégie de social selling. Donc, don't sell me something, solve me something. Donc, résous-moi un problème et ne me vends pas forcément un produit un petit peu à l'état brut. Donc, aujourd'hui, le premier prérequis justement au social selling, c'est d'optimiser votre profil social pour vous permettre justement de construire une image forte pour votre marque. Donc, aujourd'hui, vous avez à disposition, notamment sur LinkedIn, donc des outils qui vous permettent donc de construire un profil impactant et donc pour raconter votre storytelling dans un temps approprié, pour ajouter des contenus attrayants sous forme de présentation SlideShare, de PDF, de vidéos et de mettre en avant éventuellement vos compétences et de susciter même donc les recommandations de vos partenaires, clients, etc. Alors,
L'approche social selling que je vous présente aujourd'hui est une approche en 5 étapes. La première étape consiste à identifier vos personas et vos acheteurs cibles. La deuxième, à récolter les informations et rassembler les informations pertinentes par rapport à leurs problématiques. Ensuite, créer un plan de contenu marketing que vous allez partager afin de vous positionner comme un expert et devenir une autorité et une personne d'influence par rapport à vos cibles. Et enfin, la cinquième étape consiste à contrôler la performance de votre stratégie social selling et améliorer les leviers qui doivent l'être. Donc merci Laurent. Donc là on va décrypter justement étape par étape pour en savoir un petit peu plus. Première étape, donc l'identification de votre cible, acheteur potentiel. Donc l'idée c'est d'identifier les décideurs clés. Aujourd'hui, vos clients ne sont pas tous identiques. Ils ont des profils différents. Ils n'achètent pas forcément tous le même produit. Chaque client a une motivation différente, donc il va l'inciter, qui va lui procurer une incitation différente pour acheter vos produits et services. Donc il est très important de bien définir leurs problématiques, leurs centres d'intérêt, ce qui peut leur plaire en termes de contenu, afin justement d'adapter votre stratégie de contenu en conséquence et de bien cerner les informations utiles pour résoudre leurs problématiques. Donc aussi, il est important de signaler qu'il est important d'être présent dans le paysage de vos prospects et d'être là où vos clients ont par exemple des discussions sur les groupes LinkedIn par exemple, et parfois ces conversations vous concernent directement, et si vous n'êtes pas là pour agir activement, vous ne serez pas au courant de ce qui se dit et vous serez incapable de fournir une réponse. Donc là, par exemple, on est sur un exemple de Monsieur Marketing Martin. Donc rappelant que le social selling est une approche basée sur le fait d'ajouter de la valeur ajoutée dans le parcours d'achat des acheteurs potentiels, votre cible potentielle. Et donc pour pouvoir être pertinent, il faut bien cerner le profil des personnes ciblées. Et le défi pour vous aujourd'hui, c'est de pouvoir se positionner en expert et en partenaire incontournable dans votre domaine d'activité. Donc là, l'exemple de Monsieur Martin Marketing, pour qui on a pu recenser donc les informations clés sur le profil, sur son profil, ses objectifs, ses défis, ce qui peut l'influencer. Donc ça peut être éventuellement un profil acheteur pour nous en tant que web marketeur, mais ça peut être aussi un directeur commercial, ça peut être aussi un chef d'entreprise tout court. Et par exemple, pour d'autres entreprises comme pour une société d'informatique ou un intégrateur de logiciels, ça peut être le DSI ou carrément un responsable de collectivité locale pour une boîte d'archives. Voilà. Donc il est bien important de bien cerner le profil de vos acheteurs. On va peut-être passer au slide suivant. Oui. La deuxième étape, donc l'information est la clé. Cette deuxième étape consiste à implémenter une stratégie pour écouter et recueillir de l'information pertinente, pour comprendre les challenges et les besoins de vos cibles. Cette phase, elle est essentielle pour, d'une part, établir une relation en ligne qui soit fructueuse, efficace, et surtout parvenir à être considéré comme un élément clé dans la sphère d'influence de vos prospects et de vos clients. Cette deuxième étape, elle englobe deux aspects. Premièrement, il y a la recherche de sources d'informations par rapport à votre secteur d'activité, que ce soit au travers de blogs, de forums, de journaux en ligne, également via des sites des leaders par rapport à telle ou telle industrie, et même par rapport au site de vos concurrents. Ensuite, il y a des informations liées à la vie quotidienne de vos prospects. Essayer de les suivre en plus près pour savoir quand ils lancent un nouveau produit, une nouvelle solution, s'il y a des fusions, des acquisitions qui se passent, s'il y a des changements de personnes à tel poste dans l'organisation, par exemple un acheteur qui s'en va. Voilà, toutes ces informations, elles sont importantes parce que ce sont autant d'opportunités d'entrer en relation et d'interagir avec vos cibles. Et donc, c'est important de pouvoir les suivre, les monitorer et être le premier, ou en tout cas être au courant de ces éléments-là avant vos concurrents. Alors, comment faire du social listening? Vous pouvez commencer par paramétrer une alerte Google pour suivre les entreprises que vous voulez approcher. Twitter va vous permettre également d'identifier les influenceurs dans votre domaine d'activité et ce qui se dit de façon générale sur tel ou tel sujet. Il y a aussi la possibilité de recourir à des outils de monitoring social
Ici, on en cite quelques-uns, tels que Mention, Social Mention, Hootsuite, qui sont des outils de veille sociale en temps réel et qui vont vous permettre de façon beaucoup plus aisée et automatisée de faire remonter toutes les informations qui sont importantes pour vous. Vous pourrez également créer et sauvegarder des recherches dans LinkedIn pour suivre les évolutions de carrière dans tel domaine d'activité, les évolutions de fonctions dans une organisation, de telle ou telle entreprise ou chez un concurrent. Voilà. Alors on va aboutir à la troisième, phase donc du social selling, qui est la création du plan de contenu. Donc aujourd'hui, le plan de contenu d'une société nécessite de rassembler les efforts de l'équipe marketing autour de la table. Donc vos commerciaux vont justement se servir de ce contenu pour le distribuer notamment sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, Yadeo, Twitter, dans le cadre de leur démarche de social selling. Donc là, en fait, quand on parle de service commercial et marketing, on n'est pas forcément que sur une logique de gros comptes. Hein. Ça peut être également, c'est très valable même pour les PME, pour les TPE qui n'ont pas forcément de staff commercial très développé et où la démarche de social selling justement trouve toute sa légitimité, notamment pour renforcer le staff commercial. Donc le plan de contenu nécessite de planifier un calendrier avec les sujets à traiter, donc en fonction des problématiques qu'on a pu recenser auparavant en fonction des profils des acheteurs, les formes de contenu également, blog qui peut être sous forme de blog, communiqué de presse, vidéo, newsletter, et les différents canaux de distribution de ce contenu, donc qui peut être via les réseaux sociaux, le blogging, etc. Donc au total, créer un plan de contenu, c'est bien définir pour chaque produit ou service quel contenu à distribuer, sous quelle forme et à travers quels canaux. Donc à noter qu'aujourd'hui, près de 50% des entreprises ont une stratégie de contenu et que par exemple les entreprises en B2B qui bloguent génèrent 67% plus de contacts professionnels qualifiés par mois que ceux qui ne bloguent pas. Donc l'idée, c'est de publier du contenu, le partager et arriver à engager son audience avec du contenu à valeur ajoutée. Donc là, on aboutit à l'entonnoir de vente. Donc comment rassembler le contenu sur l'entonnoir de vente. Donc l'idée, c'est d'être présent justement dans le paysage du client, dans toutes les étapes de cet entonnoir. Donc depuis la première étape, qui est la prise de connaissance de votre marque, donc via par exemple le blogging, les communiqués de presse, etc. et qui quelque part va être responsable de la stimulation du besoin chez votre cible potentielle, en passant par la considération même de ce besoin vis-à-vis d'un produit ou service et jusqu'à la prise de décision, donc étape à laquelle donc votre prospect va commencer à chercher des éléments plus concrets comme des études de cas, des témoignages, des références, etc. Et donc, si on passe au slide suivant, on va parler un petit peu de médias de diffusion ou de canaux de distribution. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est pas non plus de trop s'éparpiller, de choisir 36 000 formes de contenu, parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même plusieurs formes à disposition, les infographies, les webinars, donc les conférences en ligne, les white papers, les newsletters, les vidéos, le blogging, etc. Donc l'idée, c'est de se concentrer sur certaines formes que vous allez juger les plus efficaces pour votre cible et de choisir donc les canaux de distribution également qui sont susceptibles d'atteindre plus efficacement votre cible et acheteur potentiel. Alors, créer un agenda éditorial. Donc, une fois que vous avez dressé le profil de vos personnages, défini les formes de contenu, les canaux de distribution, vous allez concrètement pour chaque mois indiquer donc par exemple une thématique du mois. Pour WSI, la thématique du mois de décembre, c'est le social selling par exemple, et vous allez donc indiquer quelles formes de contenu seront utilisées et avec quelle fréquence. Donc il est quand même important que votre agenda éditorial également coïncide avec des dates clés, notamment par exemple les événements saisonniers comme Pâques, Noël, etc. et que ça coïncide également avec vos événements professionnels, le lancement de nouveaux produits,
etc. Donc pour atteindre vos objectifs, il est important de dresser cet agenda éditorial éventuellement tous les 3 mois. Voilà. Après avoir donc défini son plan de contenu, on arrive à l'étape 4 qui consiste à devenir un expert reconnu et un leader d'opinion. Alors à ce stade-ci, l'adage le contenu est roi, un content is king est plus que jamais d'actualité parce que c'est vraiment le contenu qui va amener vos acheteurs potentiels à penser différemment et c'est au travers du contenu partagé que vous allez vous positionner comme expert dans votre domaine et comme prestataire de choix par rapport aux problématiques et aux besoins de vos prospects. Alors ici, le but n'est pas de partager du contenu coûte que coûte, mais bien réellement du contenu à valeur ajoutée. D'accord? En d'autres mots, il ne s'agit pas d'ajouter du bruit au brouhaha ambiant qui existe déjà sur les réseaux sociaux, mais bien de l'information pertinente qui va véritablement aider l'acheteur dans sa réflexion et son cheminement dans le cycle d'achat. En termes de contenu, on distingue les contenus internes, qui sont des contenus créés par vous ou par votre entreprise, des contenus externes. Les contenus externes, donc c'est des contenus que vous allez chercher sur l'internet à d'autres endroits et que vous allez repartager. On y va de ces contenus externes. Donc après avoir identifié les sources fiables et pertinentes par rapport à votre domaine d'activité, on utilise un agrégateur de contenu tel que Feedly par exemple pour faire remonter et rassembler tous ces contenus tierces à un seul et même endroit. Ensuite, on sélectionne les contenus que l'on estime les plus intéressants par rapport à ces cibles et on les partage. Au niveau du partage, on utilise aussi un outil qui s'appelle Outsuite, par exemple, pour planifier la diffusion en jours et 11 heures que nous voulons et sur les médias sociaux que nous avons retenus. Alors, en termes de quantité de contenu, moi je recommande toujours d'adopter, en tout cas en démarrage, l'approche 411. Alors, c'est quoi l'approche 411? C'est une approche qui a été, je veux dire, initiée par Jamie Chan, qui est un des gourous du social selling aux États-Unis. Et 411, en fait, c'est 4-1-1. Il estime qu'il faut être capable de publier 6 posts par semaine pour avoir une certaine visibilité. Et parmi ces 6 posts, il y en a 4 qui sont des posts provenant de sources externes, donc des contenus tierces, que vous allez partager. Il y a un contenu qui doit être un contenu propre, créé par vous. Et il y a un contenu qui va être plus personnel, dans lequel vous allez vous dévoiler ou vous montrer sous de façon plus proche. Par exemple, une image de votre stand lors d'un salon, d'une foire professionnelle, ou une image d'un speaker à une conférence à laquelle vous participez, éventuellement un selfie lors d'une conférence professionnelle, etc. Ici, le but en fait de ce dernier post est vraiment d'humaniser et de personnaliser la relation afin de créer une proximité avec votre cible. Parce que l'idée derrière ça est que les gens préfèrent ou préféreront acheter à des personnes qui leur sont proches, qui leur semblent connues, voire intimes. D'accord? Donc, 6 posts par semaine, 4 posts externes, un post interne et un post interne mais plus personnel pour humaniser la relation. Ensuite, lorsque vous partagez les contenus, pensez toujours à apporter de la valeur au réseau et à vos relations. Lorsque vous partagez par exemple un contenu tierce, ajoutez toujours un commentaire personnel pour expliquer pourquoi vous partagez ce contenu, en quoi vous le trouvez intéressant, en quoi vous pensez qu'il peut être utile à votre audience. Je pense qu'il ne faut surtout pas faire comme on constate parfois certaines personnes qui partagent des articles, du contenu sans mettre de commentaires personnels. Simplement, elle repartage un article, un contenu, sans y apporter de valeur ajoutée. Ça, moi, je pense que c'est vraiment pas une bonne pratique. Ça ajoute du bruit et de la confusion en brouhaha ambiant, et ça n'apporte certainement pas de valeur ajoutée. Encore une chose peut-être à ce niveau aussi, c'est qu'à côté de la diffusion, à côté de la diffusion et du partage d'informations, il y a aussi la prise de parole via des commentaires sur des publications existantes ou via des groupes de discussion. Et là, je pense que les bonnes pratiques sont de développer des discussions, de partager des idées, et notamment en posant des questions, en étant provocateur pour essayer d'encourager et d'entretenir les interactions et les échanges.
effectivement, Laurent, je suis d'accord avec toi. Donc, il est quand bien même important d'être tout le temps dans le paysage du client et de participer justement à des groupes de discussion. On aboutit ainsi à la dernière étape. Vous avez commencé, donc vous avez établi le profil de vos acheteurs, vous avez élaboré votre plan de contenu, vous avez commencé à publier du contenu à valeur ajoutée, et donc là, il faudrait quand même suivre un minimum l'implication, l'engagement de votre audience pour évaluer le succès de votre stratégie de social selling. Est-ce que votre contenu est intéressant? Est-ce que les gens adhèrent à votre contenu? Est-ce qu'ils partagent? Est-ce qu'ils likent? Est-ce qu'ils font des commentaires? Est-ce que votre contenu est utile pour votre public? Donc, éventuellement, essayez de détecter le contenu qui est le plus utile pour en faire un petit peu plus. Et bien vérifier également que vous vous occupez de chaque étape de l'entonnoir de vente qu'on a vu tout à l'heure. Donc l'idée, c'est justement de vérifier la pertinence de votre contenu, et vous avez justement plusieurs outils à votre disposition, notamment les outils basiques sur LinkedIn, etc., qui permettent la mesure de l'engagement de votre audience, mais vous avez également des outils un peu plus sophistiqués comme Social Bro, qui permettent justement d'évaluer l'implication, de comprendre par exemple votre communauté Twitter, d'identifier les followers qui ont une grande influence, de savoir qui vous suit, quelles sont les personnes qui sont actives sur le réseau, de comprendre vos concurrents et vos personnes influentes, et à savoir quel est le meilleur moment pour tweeter par exemple, etc., etc. Donc, ceci dit, là on parle de Twitter, on parle également de réseaux sociaux professionnels. Donc, je note bien que la démarche de social selling, en général, elle concerne les réseaux sociaux professionnels, mais avec également une forte implication de Twitter quand même, hein, pour les raisons qu'on a citées tout à l'heure. Alors, construire une routine quotidienne pour se tenir au courant. Donc, pour résumer, développer et concevoir un plan de vente sociale. Donc, on parle de vente sociale ou social selling. Donc, aide les clients ou vos prospects potentiels de manière proactive dans leur parcours d'achat. Donc, cela va augmenter vos chances d'être considérés comme sérieux, comme un partenaire incontournable pour vos clients. Et donc, inscrire la démarche de social selling dans une routine quotidienne est une chose essentielle pour entretenir constamment votre présence sur les réseaux sociaux professionnels et vos relations commerciales, et être sûr d'exploiter au maximum toutes les opportunités commerciales qui se présentent et ne pas passer à côté d'opportunités qui peuvent, dans certains cas, être décisives dans le développement de votre entreprise. Donc, par exemple, des fois, une simple réaction à un post, à quelque chose, à un contenu que vous avez posté, de l'un des contacts de votre réseau éventuellement, peut s'avérer être une grosse opportunité commerciale. Donc, il faudrait saisir de suite, et donc, il faut vraiment faire preuve de proactivité, et donc, pour accrocher donc le contact, engager la discussion et détecter l'opportunité commerciale assez rapidement. Donc voilà, il faudrait inscrire donc la démarche de social selling dans une réelle routine quotidienne. Donc l'idée, c'est d'essayer de s'approprier les réseaux sociaux professionnels, notamment LinkedIn, et d'instaurer une certaine routine. Passer par exemple 15 à 20 minutes par jour. Je préférerais à la limite que vous passiez 15 à 20 minutes par jour que 2 heures tous les au courant de ce qui se passe, et d'être proactif par rapport aux opportunités commerciales qui se présentent. Donc là, je cède la parole à Laurent pour la conclusion. Oui, très bien, mais on arrive déjà dans la troisième partie de cette présentation, donc qui aborde les avantages et la conclusion. Alors, quels sont les avantages de faire du social selling, et pourquoi la vente sociale mérite-t-elle d'être investie? Je dirais tout simplement, ou en tout cas, si je ne devais donner qu'un argument, ce serait celui-ci, c'est de dire que parce que le social selling vous permet aujourd'hui de mieux vendre ou de vendre plus. Voilà. Il y a le cabinet américain Aberdeen, qui est
un cabinet spécialisé dans la recherche et les études marketing et commerciales, a réalisé une étude il y a quelques temps. Il a révélé les résultats et on constatait que les représentants, donc les délégués commerciaux qui intègrent le social selling dans leur travail, obtiennent de meilleurs résultats, tant au niveau des quotas de vente que du taux de renouvellement ou des prévisions, des forecasts de vente. Et toutes ces métriques sont meilleures chez les commerciants qui utilisent les médias sociaux et l'approche social selling par rapport à ceux qui ne le font pas. Et on a le même constat chez LinkedIn, qui a réalisé une étude fin 2013 auprès de 5000 commerciaux de tous les secteurs d'activité et sur les 5 continents. Et ils ont attribué un score, ce qu'ils appellent le Social Selling Index, aux commerciaux sur base de leur utilisation des médias sociaux. Et ensuite, ils ont comparé les performances de vente des commerciaux par rapport à leur niveau de maturité du social selling. Le niveau de maturité, j'entends par là leur niveau d'utilisation. Et ils ont fait des catégories, ils ont attribué des scores supérieurs enfin de 0 à 100, et ils ont estimé que ceux qui avaient plus de 70%, c'était les leaders en social selling, et ceux qui avaient moins de 30%, c'était les traînards. Et ils ont observé que les commerciaux donc, qui utilisent les réseaux sociaux, qui sont les leaders, génèrent 45 fois plus d'opportunités commerciales par trimestre que ceux qui ne le font pas. Et ceux qui utilisent les réseaux sociaux de façon optimale ont 51% de chance en plus d'atteindre nos objectifs de vente que ceux qui ne le font pas. Donc on voit vraiment que ça aide aujourd'hui, ça aide à être plus performant au niveau de la vente. Voilà. Donc effectivement, Laurent, Laurent, il a mis l'accent sur l'importance du social selling, sur la performance commerciale, donc de la force de vente, mais on a également détecté un résultat très intéressant sur le plan du bénéfice personnel du social selling. Donc on a remarqué justement que le social selling était très important dans l'évolution même de la carrière professionnelle. Donc en se basant sur un indice qui est le Social Selling Index, et donc on a remarqué que le social selling réduit considérablement le temps d'accès à la promotion. Et par exemple, si on regarde l'exemple tout en haut de l'évolution d'un directeur, donc du poste d'un directeur vers le poste d'un président, on remarque que les directeurs qui ont un SSI, donc un Social Index élevé, sont promus plus rapidement, donc 17 mois plus rapidement, au poste de vice-président que ceux qui ont un Social Selling Index faible. Voilà, donc pour vous dire que ça a non seulement une incidence positive, donc un impact positif sur la performance commerciale, mais également sur l'évolution de la carrière professionnelle. Alors, on revient un petit peu là sur l'entonnoir, ce fameux entonnoir de vente. Donc là, on est sur une représentation encore un petit plus fine que celle qu'on avait vue tout à l'heure. Et c'est vrai que chacun a un petit peu sa propre version, mais qui ressemble en gros à ceci, dans la plupart des cas. On part toujours de la simple considération du besoin, qui peut être stimulé par le contenu, un billet blog ou un tweet, en passant par la génération de trafic, la qualification des prospects et jusqu'à la détection donc de l'opportunité de vente, l'engagement et enfin la prise de décision, donc qui peut être favorisée par les références et le bouche à oreille. Donc à chaque étape, tout ça pour vous dire qu'à chaque étape du processus, il y a des endroits où les outils sociaux et les réseaux sociaux professionnels notamment peuvent améliorer donc la productivité individuelle ou d'équipe. Donc le social selling a vraiment a montré donc ses preuves et a vraiment des avantages au niveau de toutes ces étapes de l'entonnoir de vente, donc en termes de notoriété, génération de trafic, etc., etc. Voilà. Donc il est bien important de le considérer au niveau de toutes les étapes de l'entonnoir de vente. On arrive ainsi donc au modèle de vente.
Oui, donc une autre raison de faire du social selling, c'est que comme nous l'avons vu en première partie de webinaire, c'est que le modèle de vente a changé, ou est en train de changer en tous les cas. Là où par le passé, on utilisait les appels téléphoniques pour entrer en contact, aujourd'hui, le nouveau modèle de vente utilisera les réseaux sociaux. Là où par le passé, on tentait de qualifier les leads, aujourd'hui, on essayera de les engager. Et là où par le passé, on faisait des démonstrations de vente, aujourd'hui, on éduquera le prospect. Voilà le changement important et la transition qui est en train de s'opérer de l'ancien modèle vers ce nouveau modèle. Et je dirais en termes de conclusion, en paraphrasant Eric Qualman, qui est un auteur de best-seller américain qui a écrit notamment le Socialnomics, qui est une référence sur l'approche sociale au niveau business. Donc en paraphrasant, moi je dirais simplement qu'aujourd'hui la question n'est pas de savoir s'il faut faire du social selling ou pas, mais bien de savoir comment bien le faire. Et l'approche en 5 étapes que nous vous avons présentée est, me semble-t-il, une bonne base pour démarrer l'approche social selling. Nous n'avons pas la prétention d'avoir fait de vous des experts en termes de cette présentation, mais le but était plutôt de vous sensibiliser sur l'importance du social selling dans une stratégie commerciale B2B et attirer votre attention sur l'ensemble du périmètre d'action qu'il faut considérer dans la mise en œuvre d'une telle approche. Merci Laurent. Donc j'attire juste une petite remarque par rapport, c'est vrai qu'on a donné pas mal de dictons, voilà, d'auteurs américains, etc. Mais je note bien quand même que tout ce que ça reste aussi bien valable sur les marchés. C'est vrai que le social selling est beaucoup plus avancé, plus développé dans les pays anglo-saxons, mais c'est vrai et que c'est plus ou moins une nouvelle démarche qui se développe en France, mais ça reste également très valable sur le marché français. Donc là, on a abouti au certificat de vente sociale. Donc aujourd'hui, chez WSI, on dessert donc on délivre un cours de maîtrise de la vente sociale avec nos experts WSI, qui est un cours donc en anglais, donc sur 12 semaines, sous forme de webinar donc en ligne, à raison d'un webinar d'1 heure par semaine, dont l'objectif est donc de parvenir à générer un flux de prospects continu et qualifié via LinkedIn, développer votre réseau et exploiter au mieux ses opportunités et développer activement les ventes par LinkedIn. Donc ceci dit, à noter que nous proposons également très bien des formations également sur mesure en français sur LinkedIn et Viadeo, notamment en interentreprise ou pour des fonctions voilà, libérales, etc. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous rapprocher de votre agence la plus proche, donc WSI, pour avoir un petit peu plus de détails et essayer d'analyser avec vous votre besoin et de vous proposer donc la formation, qu'elle soit en français ou en anglais, la plus adaptée à votre besoin. Alors pour en savoir un petit peu plus sur le social selling, sur nos formations. Donc, vous avez une étude. Tout d'abord, vous allez pouvoir émettre votre évaluation de notre webinaire, donc via le lien sur le slide. Vous allez pouvoir également découvrir l'infographie sur le social selling. Nous avons également mis à votre disposition notre guide marketing sur la vente sociale. Une vidéo de présentation de la vente sociale également, et donc vous pouvez donc consulter pour toute autre question sur nos programmes de formation de vente sociale, votre consultant WSI qui va vous permettre qui va vous aiguiller donc sur ce qu'il y a de mieux à faire pour vous accompagner dans votre démarche de social selling, et de vous proposer donc le programme le plus approprié à votre besoin. Eh bien, merci à tous les deux. Merci Salma et Laurent pour votre témoignage et votre contribution et surtout vos explications très claires sur les cinq items essentiels d'une démarche social selling. Je pense que ça a été très clair. Il n'y a pas eu beaucoup de questions. Il y en a quelques-unes quand même. On va y venir. Pendant que, donc tu le disais Salma, il y a
si vous êtes arrivé à ce webinaire, c'est que sans doute vous avez été invité par un consultant. Donc le réseau en France, c'est plus de 50 consultants sur le territoire. Vous pouvez les retrouver sur notre site wc-marketing-internet.fr/agence, et donc il y a toutes les agences qui sont présentes en France, mais aussi en Suisse, au Luxembourg et en Belgique, et même en Martinique, puisqu'on a peut-être des gens qui viennent de Martinique aujourd'hui. C'est ça l'intérêt du webinaire, c'est qu'on réunit des gens. On pourrait réunir des gens du monde entier, on le fait souvent dans notre réseau, mais là c'est quand même très francophone pour une fois, on essaye de parler français à nos clients, c'est bien. Et vous l'avez bien fait. Merci encore une fois à tous les deux. Donc on va voir, on a besoin de votre avis pour déjà répondre à un petit questionnaire qu'on a préparé. Suite à ce webinaire, on a besoin de savoir qu'est-ce que ça génère chez vous comme réaction. Est-ce que vous vous dites, effectivement, j'aurais besoin d'en savoir un peu plus pour évaluer mon niveau de maturité par rapport au social selling. J'ai besoin de faire un diagnostic sur sur mon niveau de performance de ma stratégie de social selling actuelle. Vous avez peut-être déjà démarré, vous êtes peut-être déjà engagé là-dedans. Vous souhaitez peut-être optimiser en disant, ok, vous savez déjà que il y a des choses qui sont perfectibles, vous avez identifié, mais vous savez pas trop comment faire. Ou bien tout simplement, vous avez besoin de vous former. Donc on a préparé un petit sondage comme on a fait tout à l'heure. Et merci de bien vouloir prendre le temps de répondre à ce sondage. Pendant ce temps, on va prendre connaissance de toutes les questions que vous avez posées pendant le webinaire. Et on partagera bien sûr avec vous les résultats de ce sondage. Donc je suis en train de prendre de connaissances, on vous laisse quelques secondes, je vais me muter pour pas vous déranger, restez concentrés, merci. Ok, vous êtes 58% à avoir voté. Il y en a encore qui votent, 65, ça monte. Bien, continuez, je vous laisse encore un petit peu de temps. On va bientôt clôturer. C'est important pour nous parce que grâce à ce retour, votre consultant qui vous a invité va revenir vers vous et pouvoir être plus pertinent dans son approche et bien sûr il aura été informé de toutes les questions que vous avez posées pendant le webinaire. Ok, 68% à avoir voté, je pense que c'est bon, hein, on va fermer, et merci à vous tous qui avez partagé et voté, et voilà les résultats. Donc les résultats sont intéressants, ils sont donc à 43% besoin d'évaluation, 38% besoin de formation, 10% besoin de diagnostic et 29% d'optimisation. Donc comme quoi, il y a déjà des gens qui sont engagés dans une démarche social selling et c'est très bien. On vous en félicite. Donc merci pour vos réponses et on va rentrer tout de suite dans la phase de questions-réponses. Donc voilà, je vais changer d'écran. Pendant qu'on fait, on va avoir la question-réponse. Je vais laisser ce slide pour vous rappeler qu'on a rédigé un livre qui s'appelle Digital Minds que vous pouvez acheter sur Amazon, qui parle des 12 clés qu'un tout entrepreneur devrait s'intéresser pour développer son business sur le web. Ça couvre 12 chapitres. C'est écrit par des consultants WSI. On retrouve le social selling. On retrouve le référencement naturel, on trouve enfin voilà tous les chapitres qui sont couverts, ça va de la stratégie jusqu'à la mesure de performance. C'est un livre qui a c'est devenu un best-seller dans sa catégorie, donc si vous êtes intéressé, si le contenu de ce webinaire vous intéresse, je suis sûr que la lecture de ce livre sera pour vous un bon complément à ce webinaire. Donc n'hésitez pas à aller sur Amazon, rechercher Digital Minds et vous le trouverez soit en version française, soit en version anglaise, à vous de choisir la version que vous préférez. Voilà, alors les questions, il y en a eu quelques-unes, pas énormément quand même, ça a été apparemment très clair. Alors il y a Laurent qui nous dit, vous parlez beaucoup de LinkedIn, que pensez-vous de Viadeo, le concurrent direct de LinkedIn?
Moi, je peux parler par rapport au marché belge et luxembourgeois que je connais mieux. Il y a pas de choix de privilégier LinkedIn par rapport à Viadeo en ce qui nous concerne. Simplement, je pense que sur le marché français, il l'est peut-être un peu moins sur d'autres marchés, voilà, tels que le marché luxembourgeois. C'est pour ça que dans la présentation, on se concentre effectivement sur LinkedIn. Mais je veux dire, l'approche qui est présentée ici et les 5 étapes qui ont été présentées sont tout à fait, je veux dire, ne sont pas liées à un média social ou à un autre. Ce qui se fait sur LinkedIn peut se faire sur Viadeo. L'approche est identique en fait. Oui, tout à fait. Alors ça va peut-être dépendre de vos cibles aussi, parce que vous avez peut-être en fonction de vos personas, vous allez pouvoir peut-être identifier que vous avez des personas qui sont plus friands de LinkedIn que Viadeo ou vice versa. Donc c'est à vous de savoir utiliser le réseau social qui est où vous avez le plus de chances de toucher les deux, toucher vos cibles, sachant qu'il n'est pas interdit d'utiliser les deux, bien au contraire. Ça c'était le complément que je voulais faire. Il y a Marianne qui nous dit, vous parlez beaucoup de social selling B2B, mais qu'en est-il du social selling B2C? Oui, alors, effectivement, on parle beaucoup de social selling en B2B parce que le social selling est communément donc attribué à l'utilisation des réseaux sociaux professionnels pour les B2B. Mais c'est vrai que pour certains métiers, on a déjà eu la question pour certains secteurs d'activité qui sont en B2C, qui trouvent une certaine légitimité à utiliser les réseaux sociaux professionnels dans le cadre de leur profession en B2C. Et donc, si vous trouvez que ça peut avoir une certaine légitimité, vous pouvez le faire. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, le social selling, c'est en premier lieu pour les métiers en B2B. Donc, pour les entreprises qui ont comme clients d'autres entreprises et non pas des consommateurs finaux. Ok, bien sûr. De toute façon, si vous engagez une action B2C, si votre cible c'est plutôt B2C, il y a des réseaux sociaux qui sont peut-être plus adaptés, comme Facebook par exemple, mais il se peut aussi que LinkedIn, on parle de gens, hein, il y a des entreprises, enfin c'est des salariés, mais c'est aussi des vrais gens, et donc ça peut aussi avoir une approche B2C intéressante en utilisant les réseaux sociaux comme LinkedIn, Viadeo pour une approche B2C. Bon, alors, je ne sais pas si ça répond clairement à la question, mais c'est vrai que tu as raison de le préciser, Salma. Le social selling est plus utilisé en mode B2B. Alors, il y a Caroline qui repose la question, vous parlez beaucoup de LinkedIn, votre vision sur Viadeo, je pense qu'on a répondu. Il y a Agnès qui demande, pouvez-vous revenir sur l'approche 411? Laurent, c'est toi qui as présenté ça. Tu Oui, peux donc l'approche 411, on va dire que c'est un moyen mnémotechnique pour résumer la quantité et le type d'information à diffuser. Donc c'est 411, c'est 411. Ça veut dire que par semaine, on essaye de publier 6 informations, 4 qui sont des contenus externes, donc des contenus que vous allez identifier parmi les sources sur des blogs, des forums, etc. Et que vous allez sélectionner parce que vous estimez que ça a de la valeur ajoutée par rapport au discours que vous voulez tenir à vos cibles. À côté de ces 4 postes-là, vous allez vous créer un contenu propre, que ce soit un article de blog, que ce soit une infographie, que ce soit je veux dire, un rédactionnel, peu importe. Mais c'est un contenu que vous allez créer en interne. Quand je dis vous, c'est votre service marketing. Si vous êtes dans une structure plus grande qui a un service marketing dont c'est la mission, ou si vous êtes une petite structure, mais il faut trouver une personne pour créer un contenu, pour présenter je veux dire, un case study, pour présenter une checklist des questions à se poser avant de choisir une solution que vous vendez, des choses comme ça. Donc, ça, c'est le deuxième, c'est le premier 1. Et ensuite, pouvoir publier une fois par semaine un contenu plus personnel dans lequel vous allez essayer de travailler la proximité avec vos clients. En vous mettant, je veux dire, en avant, pas par
dans le but en tout cas de créer vraiment de la proximité et je dirais de la sympathie, parce que on sait très bien que les gens préfèrent acheter à des gens dont ils se sentent proches, etc. Et si on se contente simplement du partage de contenu tierces et de la publication d'informations, on risque très vite d'arriver à une information ou à une relation assez déshumanisée. Voilà. Et donc le but de ce troisième type de contenu, donc qui est le deuxième 1 du 411, c'est vraiment de pouvoir voilà, créer une proximité avec votre cible. Ok, merci. C'est clair comme ça? Oui, c'est très clair. Enfin, pour moi, c'était très clair, mais Agnès, c'est très clair. Oui, merci, répond Agnès. Alors, il y a Patrick qui a une question, qui dit comment trouver les prospects d'une compagnie sur Twitter, et si vous passez par LinkedIn, comment trouver ceux qui ont un compte Twitter, demande Patrick. Est-ce que vous avez des astuces? Non, comme ça, j'ai pas de. Donc trouver les prospects. Oui, comment comment clients. trouver les comptes Twitter d'un prospect qu'on chasse sur LinkedIn? Comment trouver, enfin, comment Patrick cherche apparemment à rentrer en contact via Twitter, ce qui est une bonne idée. Voilà, donc est-ce que vous avez des conseils à lui donner? C'est vrai que c'est un peu plus compliqué sur Twitter que sur LinkedIn, parce que sur LinkedIn, à la limite, on peut faire des recherches Ouais. assez ciblées, donc par rapport à des profils donc assez spécifiques, par secteur d'activité, etc. Par entreprise, etc. Ouais, par Par fonction. entreprise, par taille d'entreprise, etc. On peut également détecter les prospects via, par exemple, les groupes de discussion, donc des groupes privés, donc qui sont spécialisés dans un certain secteur. Mais c'est vrai que sur Twitter, c'est un peu plus compliqué. À moins que vous n'ayez effectivement le nom précis de certaines personnes, et là c'est un peu plus facile, mais c'est vrai que sur Twitter, on n'a pas cette même facilité de faire des recherches que par exemple sur LinkedIn ou sur Viadeo. Alors après, c'est si les gens ont renseigné dans leur profil LinkedIn, parce que ce que Salma dit, elle a tout à fait raison, c'est plus facile d'identifier des personnes, des vrais gens sur LinkedIn, parce qu'ils se présentent, ici, on sait qui ils sont, etc. Et si leur profil est bien renseigné, peut-être qu'ils ont renseigné leur profil Twitter s'ils souhaitent être mis en relation via Twitter. Donc, tout comme ils peuvent mettre leur numéro de téléphone, leur adresse mail, ça c'est à chacun de savoir comment il veut être contacté. Donc ça, c'est via LinkedIn, vous pourrez peut-être trouver des informations, le compte Twitter de vos followers. Alors c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, Gilles. C'est vrai que moi, ce que je recommanderais du coup, c'est voilà, de partir de LinkedIn ou Viadeo pour essayer de trouver le compte Twitter. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors il y a un Canadien là, Yann, qui nous dit combien de personas maximum vous conseillez pour suivre, enfin pour démarrer son activité en social selling? Combien de personas, c'est ça? Oui, combien de personnages, combien de profils Alors ça dépend. Après, je pense que ça dépend concrètement de votre activité, de votre métier. Dans certains métiers, on a beaucoup plus de personnages que dans d'autres métiers. Mais c'est vrai que pour commencer, il faut peut-être pas trop se disperser et commencer par les personnages, disons, qui ont le profil le moins complexe. Et éventuellement par la suite donc évoluer vers les autres profils, mais ça dépend vraiment de votre activité, ça dépend du nombre de profils que vous avez, que vous ciblez, mais je pense que le mieux c'est de commencer par les profils les moins complexes, on va dire. Ok, merci Salma. Alors il y a Alex qui apporte une précision là pour comment identifier le compte LinkedIn d'un utilisateur, le compte Twitter pardon d'un utilisateur LinkedIn. C'est on peut faire une recherche de l'adresse mail qui est affichée ou qui est renseignée en général sur LinkedIn. Alors, en général, elle peut être renseigné, le compte Twitter peut être renseigné sur le profil LinkedIn. S'il l'est pas, on peut arriver à partir de l'adresse email de la personne, si elle est affichée là aussi, le retrouver son compte Twitter à partir de LinkedIn ou via Viadeo, voilà, l'un ou l'autre.
Ok, bah écoutez, on arrive au bout de cette présentation. Merci à vous tous pour cette participation et vos questions. Je voudrais juste terminer ce webinaire pour vous présenter le prochain atelier. On va rester dans cette problématique de social selling, mais on va faire un focus sur ce qu'on appelle l'inbound marketing. Donc c'est un nouveau nom, un nouveau terme qui englobe plus de choses que le social selling, et puis surtout qui s'appuie sur une plateforme. Vous m'entendez plus? Vous m'entendez? Vous êtes, il y a une coupure de son, tout va bien? Ah, ok. Tout va bien de mon côté. Ok, super. Donc il y a quelqu'un qui m'a prévenu qu'il n'y avait plus de son. Donc voilà. Donc on va refaire un atelier. Alors ce sera l'année prochaine. On sera en 2015, le 15 janvier. On va changer le créneau horaire. On va tester un créneau de 14 à 15 heures et on va changer aussi de plateforme. On va essayer Webikeo. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà vous inscrire. Il reste de la place, vous en doutez, on peut accueillir plus de 1000 personnes sur ce genre de formule, donc on n'était pas 1000 aujourd'hui, mais assez nombreux. Donc merci à vous tous, merci à Salma, merci à Laurent pour leur présentation et le temps qu'ils ont passé à préparer pour vous rendre des choses claires et limpides. Merci à vous tous qui avez participé, et je vois il y a des fidèles, il y a des gens qui participent régulièrement, donc merci aussi à vous pour votre participation. Puis n'hésitez pas, si ce webinaire vous a plu, à le faire savoir, le faire parler inviter d'autres personnes que vous connaissez qui pourraient être intéressées. Donc le prochain, ce sera au mois de janvier, on va parler de inbound marketing. Et donc, on va rester très concentré sur cette problématique de comment on va attirer des prospects, les convertir, les closer et les ravir pour qu'ils deviennent des ambassadeurs de votre société, de votre marque. Voilà. Écoutez, merci à vous tous. Très bon après-midi. Merci Laurent depuis le Luxembourg. Merci à Salma. Et merci à vous tous. Et à très bientôt. Bonne fête, très bonne fête de fin d'année. Profitez-en bien et on se retrouve l'année prochaine. Merci.